Bonsoir les amis et bienvenue de nouveau sur la chaîne La Matière. Je suis ravi de vous retrouver comme toujours. Et je tiens à remercier en premier lieu toute la communauté qui a participé au live. C'était très enrichissant. J'ai beaucoup aimé cette interaction virtuelle et réelle en même temps. Avec des personnes qui ont participé de façon très interactive. J'ai beaucoup aimé, notamment avec la présence de mon gamin, qui est toujours au montage. Voilà. Alors merci pour ces personnes. Et justement, en préambule, si vous le permettez, je vais tâcher de répondre à des questions qui ont été posées pendant ce live. J'aimerais approfondir un petit peu. Notamment dans cette vidéo, si l'univers me le permet, je vais vous parler, comme toujours, hein, de plusieurs éléments. Mais j'essaierai de vous proposer un exercice d'alchimie, mais d'alchimie mentale. Si vous arriverez à obtenir les résultats escomptés, vous saurez que vous travaillez en alchimie. Sinon, il va falloir renouveler l'opération. Je parlerai aussi de notions naturopathiques pour améliorer toujours sa condition physique. Parce que tout est lié, rappelez-vous, hein, physique, mental, spirituel, et ça sera toujours axé autour de ça. Voilà, j'espère vous apporter encore une fois des choses intéressantes. Encore merci à tout le monde. Les interactions sont importantes. J'essaie de répondre à tous les commentaires parce que c'est justement cette interaction que je voulais attirer l'attention sur ce qui est authentique. On le ressent aujourd'hui, hein. C'est indéniable, hein. De près ou de loin. C'est toujours la même chose, hein. La façon de voir les choses. Mais on sent que les extrêmes se côtoient. Et à travers les choses qu'on vit au quotidien, il peut être très délicat de trouver sa place. Personne ne peut détenir la vérité. On aura toujours des personnes qui viendront vous proposer ce qu'ils pensent être le meilleur parce que c'est ce qu'elles vivent. Et dans un souci de vouloir exister, c'est uniquement en convainquant, en essayant en tout cas de convaincre les autres, qu'on peut se convaincre soi-même. Sauf si nous sommes véritablement convaincus de quelque chose. Si nous sommes véritablement convaincus, il n'est pas nécessaire d'essayer de convaincre les autres. Essayer de convaincre les autres voudrait faire en sorte, de vouloir faire adhérer les personnes à une cause que l'on croit légitime, celle qui nous correspond, pendant un temps. Alors ça sera toujours pareil, c'est relatif. Rappelez-vous le principe de correspondance, qui est en adéquation avec le principe de rythme. Je vais essayer d'être le plus exhaustif aujourd'hui. Donc la vidéo durera le temps qu'elle doit durer, hein. Encore merci à mon gamin pour le montage, hein. Je suis content d'ailleurs que vous ayez pu le rencontrer, hein, mon petit bonhomme. Voilà, bon, j'ai rien à cacher, j'ai encore une fille, un tout petit bouchon, voilà, de 10 ans. Et elle aussi, elle suit de près ou de loin toute cette aventure, entre guillemets, voilà. Il ne s'agit que d'amour, hein, les amis, hein, je ne vous le cache pas, hein. C'est pour la postérité, hein, parce que à quoi servent des connaissances si ce n'est pour les faire partager? Alors, chacun le prendra comme il le souhaite. Un petit instant. Voilà. Je me rappelle que pendant le live, il y avait un membre de la communauté qui s'appelle Third Eye, qui m'a écrit un mail, que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. Il m'a demandé en plus particulièrement ce que représentaient les terres. Et je préfère en parler de façon un peu plus vaste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, parce que c'est très important, parce que ça fait partie du principe de mentalisme. Et donc l'éther. L'éther est la façon dont l'univers a choisi d'exister. Parce que la singularité primordiale, donc celle où tout le consensus scientifique est d'accord, à savoir cette singularité originelle, d'où est né l'univers. À partir de rien, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que la matière ne peut pas se créer à partir de rien. Il faut forcément
un creuset, une materia prima pour pouvoir faire de la matière au sens où on l'entend, c'est-à-dire cette matière physique. Donc ça ne peut pas exister. C'est pour ça que, en faisant référence au principe de mentalisme, on comprend que l'univers a été créé de façon mentale. Tout comme les choses que nous conceptualisons au quotidien. La plupart sont d'ordre mental. Tout ce que l'on va échafauder dans la journée, ce qu'on va projeter ou ce qu'on fait actuellement et tout ça, ce sont des projections mentales. Dans un cas un peu plus minoritaire, ce sera une interaction physique, notamment lorsqu'on veut faire, peu importe, quelque chose de manuel. Ou à partir du moment où on comprend que on peut conceptualiser de façon mentale, c'est ça qui va amener à la concrétisation physique. Mais nous sommes des esprits finis. Donc ça se limite à ce que l'être humain est en capacité de faire. Le tout, étant donné qu'il est un esprit infini, sa façon de créer mentalement est comme un rêve, si on peut dire ça. En tout cas de façon absolument ordonnée, puisque le cosmos a défini l'ordre. L'éther est cette énergie primordiale issue de cette singularité. C'est-à-dire que cette singularité, les scientifiques se demandent comment l'univers et son poids, sa densité, comment l'univers pouvait être contenu dans cette singularité. J'ai donné un exemple, c'est celui de la boule de neige. Si vous prenez un amas de poudreuse et que vous la rassemblez, de façon à faire une boule compacte, vous pourrez la compresser limite à l'infini, puisque l'univers était contenu dans un point. Donc théoriquement, si on exerce une force assez importante, on peut obtenir quelque chose de très compact. Mais vous voyez ce que je veux dire? Plus la boule était compacte quand on était gamin, plus elle faisait mal lorsqu'on la lançait ou quand on la recevait. Mais si on compresse plus, on va obtenir véritablement un glaçon, un cristal de glace. Et on pourrait le réduire encore à une plus simple expression. Donc cela prouve une chose, c'est que, étant donné que si on considère que la matière est du dur, comment la contenir dans un point? C'est impossible. Mais si c'est de l'énergie, là c'est autre chose. Ça peut être contenu dans un point. Cette énergie contenue dans ce point, cette singularité primordiale, ce qu'on appelle le Big Bang, peu importe le nom qu'on va lui donner, parce qu'on trouvera toujours des choses différentes, mais l'origine sera toujours identique, celle qui est enseignée dans l'hermétisme. La singularité a donné cette énergie, donc c'est une énergie primordiale, il faut comprendre ça, a donné l'univers, pour vous, qui est en perpétuelle expansion, et la matière qui est entre les astres et entre les atomes est cet éther. Donc en gros, il occupe 99,99% de l'espace de l'univers. Cet éther est l'expression du fractionnement de l'énergie primordiale. L'énergie primordiale qui contenait toutes les autres énergies s'est fractionnée et a donné cet éther. Et de cet éther, la façon dont il vibre a donné naissance à une concrétisation, si on peut dire, d'une énergie que l'on appelle les atomes. Fondamentalement, c'était l'hydrogène. L'hydrogène est à la base de tout, puisque c'est un proton et un électron. De cet hydrogène sont nés tous les autres constituants, tous les éléments qu'on retrouve dans le tableau périodique. Mais initialement, c'est une énergie primordiale. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les énergies que nous connaissons, et même celles que nous ne connaissons pas, qui opèrent sur tous les plans, fondamentalement, c'était une énergie primordiale. Et cette énergie primordiale s'est fractionnée pour donner la chaleur, l'électricité, la gravité, le magnétisme, et j'en passe. Mais originellement, ce n'est qu'une et même énergie. Donc si on comprend que le négatif, finalement, c'est parce que c'est ça l'éther, c'est le négatif de la matière. Je ne vais pas dire que c'est de l'antimatière, c'est la version des polarités des deux constituants fondamentaux de l'atome, à savoir les électrons et les protons. Mais là, on parle d'autre chose. Là, on parle d'un négatif d'où naît la matière.
c'est un bain. C'est fluidique. On comprend à travers cette notion que c'est mental. C'est-à-dire que l'animation, la notion même d'émotion, c'est-à-dire de motion, de mouvement, est due à cette énergie fondamentale, née de l'esprit du tout. Boum, nous y sommes. Le temps n'est qu'une notion là-dedans, d'accord? Voilà, il faut comprendre que de l'éther naît la matière. Cette matière que l'on entend d'un point de vue physique, chimique. Voilà, donc j'espère avoir répondu à sa question, en tout cas en partie. Ce soir, je vais vous parler de plusieurs choses, d'aucunes d'entre elles vont vous paraître vraiment intéressantes. Donc je me permets de prendre mon petit calepin parce que j'avais noté... ça c'était marrant ça. Voilà. Rappelez-vous, étant donné que nous comprenons que l'univers est né d'une unité et que cette unité est fractionnée en énergies diverses. C'est un peu comme le film Matrix. Hein. C'est toute une ligne de code qui sont inhérentes à toutes les forces universelles. Maintenant, si nous, on sait où se placer à travers ces forces, nous comprenons que nous faisons partie d'une chaîne et nous sommes le maillon de cette chaîne, mais qui est conscient de ça. Et ça, c'est important. C'est même fondamental de comprendre que le fait que nous pouvons conscientiser les choses, ça veut dire que, de près ou de loin, l'univers se réfléchit lui-même. J'en avais déjà parlé, mais c'est incroyable. Alors, ça veut dire que, étant donné que l'univers, de près ou de loin, exerce ses forces, les interactions universelles, étant donné que nous faisons partie de ça, il est forcément concevable et même inhérent que nous devons avoir une interaction sur les choses. Et là, j'essaie à chaque fois d'aller un petit peu plus loin. Je sais que je parle plus ou moins à chaque fois de la même chose, hein, parce que de toute façon, c'est thématique. Hein. Mais il faut comprendre alors que si on saisit la notion de mentalisme, nous pourrons appréhender plus facilement la notion de action et soumission. Plus nous allons faire, c'est-à-dire, si nous entreprenons véritablement les choses, nous sommes dans l'action. D'un point de vue physique, d'un point de vue mental, d'un point de vue spirituel, nous sommes dans l'action. Si nous agissons, nous laisserons moins de place, d'un point de vue du rythme, à la soumission. Comprenons bien. Il y a des choses auxquelles nous sommes soumis. Ces choses sont universelles. Comprenez-moi. Essayez d'arrêter votre pouce des cheveux. Essayez d'arrêter votre digestion. Essayez de lutter contre la gravité. Ce sont quelques exemples, mais assez parlants, pour faire comprendre qu'il y a des choses auxquelles nous sommes soumis. Et ça fait partie de la loi, à laquelle il faut se soumettre. Pour soumettre les lois, celles auxquelles nous avons des interactions au quotidien. Dans un premier temps, mes amis, je vous avais parlé précédemment dans les autres vidéos, attention, c'est pas une injonction, hein, c'est un conseil. Toujours dans le cadre que ce qui vous paraît vous plaît, ok? Mais je n'incite personne à faire quoi que ce soit. C'est simplement, vous voyez, de toute façon, on trouve de tout sur Internet. Hein, le pour et son contraire. Bon, comme je le dis, je n'essaie pas de convaincre. Essayez. De toute façon, il faut faire pour comprendre. Bon. Je vous avais parlé de la télévision, sur le principe qu'il fallait la lâcher, hein, ni plus ni moins. Sauf les plateformes de streaming, hein, parce que ça, bon, ben, vous choisissez de le regarder. Mais pour le reste, il faut le bannir. Et ça fait partie aussi de façon intégrante avec les informations. Les informations qui sont publiées, je ne veux pas m'attirer les foudres des médias et tout ça. Mais encore une fois, c'est quelque chose que l'on vous soumet. On le dit bien d'ailleurs, hein, on vous le soumet.
écouter la langue des oiseaux. Mais à partir du moment où on s'intéresse à quelque chose sur laquelle on n'a aucune interaction, c'est se soumettre totalement aux événements extérieurs. Comprenez-moi bien, je ne parle pas d'égoïsme. Je comprends parfaitement les personnes qui s'engagent dans les œuvres bienfaitrices, on va dire, hein, pour être général. Mais le kidam va être devant sa télévision et, attention, j'insulte personne, hein, mais va absorber ce qu'on va lui transmettre de gré ou de force. Même si on zappe, on va tomber sur la même chose. Donc c'est quelque chose que l'on nous soumet. De gré ou de force, ça va rentrer dans notre subconscient. Et on va adopter des opinions par rapport à ça. Mais prenons un petit peu de recul. Objectivement, qu'est-ce qu'on en sait? Avez-vous été présent physiquement pour voir ces choses? Êtes-vous impliqué depuis longtemps dans ces mouvements qui sont revendiqués? Que ce soit des mouvements pacifiques, hein, ou des guerres de par le monde. Ça ne veut pas dire se couper du monde. Ça veut simplement dire qu'en fait, pour pouvoir améliorer les choses, il faut d'abord s'améliorer soi-même. Si on subit les choses que l'on nous impose, c'est volontairement accepter quelque chose que l'on n'a pas expérimenté soi-même. Le mental va réagir en conséquence. Il va accepter la notion de laisser faire. Je ne dis pas de lâcher prise, je parle de laisser faire. Et la notion de laisser faire va être néfaste, sous quelque forme que ce soit. À partir du moment où on laisse aller les choses, c'est une pente. Et une pente, généralement, ça peut amener à la glissade. Il est vrai qu'il est plus difficile de grimper, mais c'est plus gratifiant, on est d'accord. Et là, on ne demande pas grand-chose. À partir du moment où vous vous intéressez à ce qui est bon pour vous, et que vous vous y pratiquez, vous vous y investissez, forcément, l'impact de ça, en cours de parcours, va être aussi l'amélioration des interactions que vous aurez avec les autres personnes. Puisque vous allez essayer de donner le meilleur de vous-même. En donnant le meilleur de soi-même, forcément, les interactions avec autrui vont être plus concrètes, plus lucides. Et ça, c'est ce qui va faire que vous vous sentirez le mieux. Parce que nous sommes des animaux sociétaux. On ne peut pas se permettre de se couper du monde, sauf ceux qui le choisissent délibérément et qui se sentent bien comme ça. Le but de la manœuvre, c'est d'être au mieux, d'accord? Donc, je vais vous parler de plusieurs exercices et aujourd'hui, j'espère que ça sera tout aussi intéressant. La dernière fois, j'avais parlé brièvement, très brièvement, de essayer de manger de l'autre main. Dans un exercice cognitif, rappelez-vous, hein, toujours sur l'exercice de la glande pinéale, le troisième œil. L'audition. Certaines fréquences qui sont très bénéfiques. La vue. À travers une perception, pour l'instant, extrasensorielle, on va dire, hein, parce que on dépasse le cadre de la 2 dimensions pour arriver à la 3 dimensions. Et ce qui, je l'espère, sera proposé par la suite, va aller au-delà, d'accord? Mais c'est pour préparer les différents moyens cognitifs qu'ont votre cerveau pour pouvoir arriver à des notions supérieures, mais qui sont accessibles, puisque nous pouvons le faire. Bah, tout le monde le sait, on n'utilise pas notre cerveau à 100%. Donc, c'est tout à fait compréhensible et tangible. Le fait de manger de l'autre main va exercer une partie de votre cerveau qui est inhabituée à ce genre d'exercice. C'est à la portée de tout le monde. Donc, ça fait partie des choses qui pourront améliorer vos conditions physiologiques. N'oubliez pas, à partir du moment où on travaille avec un bon outil, on est plus susceptible de faire du bon travail. Si votre cerveau fonctionne de la meilleure façon, il est tout à fait normal que ça va avoir un impact sur votre physique. Et comme tout est lié, rappelez-vous les principes, hein, et comme tout est lié, ce qui fait du bien au physique va faire du bien au mental et au spirituel. Voilà. Donc, c'est un tout petit exercice, mais donnez-moi votre ressenti et vous verrez que vous vous y habituerez très vite. Donc, c'est ambidextrie. Je suis né gaucher
Et aujourd'hui encore, je m'exerce à écrire de la main droite. C'est pas aussi facile qu'on peut s'imaginer, mais indépendamment facile de manger d'une main ou de l'autre. Et toutes les choses que je faisais d'une main, à savoir notamment ouvrir les portes de la main gauche, je me suis exercé depuis toujours à les ouvrir aussi de la main droite, indépendamment. Et vous verrez que ça apporte notamment des notions d'équilibre. D'ailleurs, je vous propose un autre petit exercice. Ça, c'est plutôt fun, mais c'est très révélateur. On est sur une notion hermétique, naturopathique. Vous verrez. Mettez-vous debout, pieds nus, avec à disposition, près de votre pied, la chaussette et la chaussure que vous voulez enfiler. Vous vous tenez debout dans la meilleure façon, mais où vous vous sentez à l'aise. Par contre, il ne faut pas se tenir à quelque chose. Hein. Et dans la position dans laquelle vous vous sentirez le plus à l'aise, mais rappelez-vous, hein, vous ne vous tenez pas à quelque chose. Hein. Vous essayez d'attraper avec votre pied, avec vos orteils, la chaussette. Vous la ramenez à vos mains. Vous enfilez la chaussette, tout en gardant l'équilibre. Vous enfilez votre chaussette. Une fois que c'est fait, vous insérez votre pied dans la chaussure. Vous la ramenez à vous. Vous enfilez la chaussure. Vous faites les lacets s'il y en a. Mais le mieux, c'est voilà. Et vous reposez votre pied. C'est un exercice très très simple pour savoir si vous avez un corps jeune ou un corps vieux. Peu importe votre âge. C'est indépendant de l'âge biologique défini par le cycle de révolution de la Terre autour du Soleil. C'est tout bête, mais ça fonctionne. Exercez-vous. Et vous pouvez rajeunir votre corps, notamment en faisant ce petit exercice d'équilibre. Et toujours dans cette démarche de agir ou subir, parce que ça va être le thème de cette vidéo, hein. Je sais que tout le monde, personne n'y échappe. Tout le monde est assujetti à, ou plutôt au, qu'en dira-t-on? Le qu'en dira-t-on? Ce que les personnes pensent, de nous notamment, suivant les interactions qu'on va avoir avec. Hein. Je vais essayer d'être précis. Lorsque l'on rencontre des personnes ou lorsque l'on côtoie des personnes, instinctivement, surtout dans les débuts, nous allons jauger. Je n'ai pas dit juger. Essayer d'appréhender la personne et véritablement savoir ce qu'elle va pouvoir nous apporter. Très peu de personnes pensent à savoir ce qu'on peut leur apporter. La première chose, c'est, attention, je dis pas que c'est par égoïsme, tiens, je vais lui soutirer quelque chose. Non, c'est l'interaction que cette personne va pouvoir avoir avec vous, de façon à pouvoir vous apporter quelque chose qui va être en adéquation avec ce que vous pensez. C'est-à-dire, essayer de près ou de loin de la, soit faire en sorte qu'elle adhère à vos convictions, soit qu'elle fasse déjà partie des personnes qui adhèrent à vos convictions. Dès lors qu'on pense à toutes ces choses, nous sommes encore une fois dans le laisser-faire. C'est triste, hein, mais il ne faut pas confondre l'égoïsme et la conscience personnelle. La conscience personnelle va être l'acteur plutôt que le spectateur. Dans cette notion d'agir ou de subir, c'est ça qui est primordial. Toujours à l'image du tout qui crée. Nous devons créer les interactions. Nous devons être le maître là-dedans. Je ne parle pas de manipulation, parce que de toute façon, qu'on le veuille ou pas, c'est ce qu'on fait au quotidien. À travers ce que l'on dit, on essaye de accrocher la personne. Et pour qu'elle accroche, il faut qu'elle adhère à ce que vous dites. Et ce que vous dites, vous pensez être ce qui est vrai. Si la personne va contredire ce que vous dites, ça va générer du soufre. Et vous allez devoir justifier en déversant votre soufre par d'autres arguments pour la faire adhérer à ce que vous dites. Dans cette démarche, il faut s'abstenir du qu'en dira-t-on. Parce que c'est ce qui mène à toute forme de schéma que l'on a subi. Et ça, c'est ce qui nous définit comme esclaves de nous-mêmes. Toujours pareil. 0 ou 1. D'accord? Il ne s'agit pas d'envoyer chier tout ce qui ne vous plaît pas.
Il s'agit tout simplement de pouvoir concevoir par alchimie que c'est vous l'expérimentateur. Et les interactions sont les expériences. L'interaction que vous allez avoir dessus sont les mêmes qui s'opèrent dans vos démarches, dans vos opérations alchimiques. Et il ne s'agit de rien d'autre. Si vous vous concentrez sur vous-même, que vous essayez d'atteindre le meilleur de vous-même, vous vous recentrez sur vous-même. Je le répète, ce n'est pas de l'égocentrisme, parce qu'il s'agit d'une ouverture vers les autres. Mais vous comprenez ce principe de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, qu'on peut appliquer à tout ce qui est dans l'univers. Ce que l'on pense peut se réaliser, si on le fait d'un point de vue individuel. C'est-à-dire cette recherche personnelle dans la théorie et la pratique des choses. Si on y met l'intention, on va percer, on va percevoir d'ailleurs des choses que l'on peut appeler une réalité non ordinaire. En se plaçant dans cette réalité non ordinaire, les choses de la réalité ordinaire paraîtront en deçà, en dessous, plus fluides, plus claires. À partir du moment où vous allez vous dire, moi, je décide d'être le meilleur de moi-même, je veux être ce qui me définit, il va falloir faire. Il ne va pas falloir laisser faire. Pour être, il faut faire. Dans cette démarche, mes amis, je vous invite à voir quelques références dont je vous avais parlé précédemment. Je vous avais dit, je vous offrirai quelques références. Essayez de lire le Kybalion. Voilà, c'est un livre écrit au début du XXe siècle, mais qui a été repris par 3 initiés qui ont dépoussiéré les principes fondamentaux de l'hermétisme et dans lequel ils font, je ne vais pas dire une exégèse, mais en tout cas c'est quelque chose de très précis qui peut vous amener à une compréhension profonde des principes hermétiques. Rappelez-vous les exercices précédents. Nos intentions font naître les choses. Je vais vous donner un petit exemple concret pour pouvoir comprendre que l'intention peut créer de la matière. Vous prenez par exemple un flacon que vous pourrez fermer hermétiquement. Dans ce flacon, vous y placez une boule de coton, vous mettez un haricot dedans, vous arrosez, vous fermez hermétiquement et vous pesez le tout. Vous notez quelque part, bien entendu, vous aurez toujours votre balance très précise avec laquelle vous avez pesé les clés USB. Avec cette balance, vous pesez le tout. Lorsque la plante va croître, donc lorsque la graine va éclore, vous verrez que bon, voilà, du haricot va naître un germe et tout, ça va pousser. Lorsqu'elle est à son paroxysme, repesez-la. Et pourtant, c'est fermé hermétiquement. Repesez le tout. Pourquoi ça pèse plus lourd alors qu'on n'y a apporté aucune matière? C'est la photosynthèse. Mais la photosynthèse, c'est un mot. L'énergie du soleil transmutée par la plante pour en faire de la matière. Son intention, peu importe quelque forme ce soit, son intention était de transmuter l'énergie en matière. Nous qui sommes des êtres évolués en termes de plan physique, plan mental, pourquoi il en serait autrement? Ce que nous voulons faire, il suffit d'avoir la bonne intention, la bonne vibration pour pouvoir concrétiser la chose. Et c'est pour ça que c'est important de le faire d'abord sur nous-mêmes. Parce qu'en le faisant sur nous-mêmes, les relations avec les autres vont être que plus bénéfiques, parce que vous serez plus hermétique à leur interaction. Puisque vous vous concentrez sur ce que vous souhaitez. Et comme vous souhaitez le meilleur, il est tout à fait normal que vous allez rayonner ça. Vous allez vibrer sur cette fréquence qui va faire en sorte que les autres vont voir, tiens, ça va bien. Parce que c'est qu'un échange d'énergie. C'est le principe de la patate chaude. Quelqu'un va mal, on lui balance son soufre. L'autre va le prendre, de gré ou de force.
Donc vous allez déverser vos poubelles dans cette personne qui va récupérer et devoir le passer. Parce que c'est le principe de la patate chaude. Et si on a l'habitude de prendre ces poubelles, on devient un souffre-douleur. Le but de la manœuvre, c'est d'éviter tout ça. Toujours dans ce but de tester votre intention. Dans une des précédentes vidéos, je vous avais proposé des exercices visuels et je vais vous replacer quelques screenshots que vous pourrez prendre de façon à pouvoir vous exercer toujours pareil. Parce que comprenez que pour pouvoir accéder à quelque chose de plus perfectionné, on va dire, il va falloir s'exercer assidûment à ces exercices visuels. J'ai du mal avec ces exercices aujourd'hui. C'est important. Je vais vous placer ici et là. Voilà, le temps que vous fassiez des screenshots. Voilà, il y en a plusieurs. Hein. C'est important, les amis. Prenez le temps quotidiennement de vous exercer à ceci. Vous verrez toujours des images à l'intérieur. Donc, vous voyez, elles sont numérotées. Comme ça, si vous voulez me laisser un commentaire, lorsque vous aurez trouvé ce qui s'y cache. Voilà, c'est toujours intriguant. Hein. Je vous avais dit, je ne veux pas que ce soit rébarbatif, mais c'est simplement pour que vous ayez encore un petit peu de grain à moudre là-dessus, parce que il est important de s'exercer. C'est pas parce qu'on connaît une discipline qu'on ne s'y exerce plus. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà. Vous comprenez, en fait, le but de ces exercices, c'est l'intention que vous exercez sur votre sens visuel. Ok? Vous vous rappelez l'exercice de la banane? Si vous vous y êtes exercé, vous constaterez que c'est indiscutable. Maintenant, ça va être quelque chose d'encore plus perturbant. Parce que lorsque vous arriverez, il n'y aura plus de doute dans votre esprit quant au fait que l'attention a une véritable interaction avec les éléments. Maintenant, les amis, l'exercice suivant va être de loin, je pense, le plus intriguant. Parce que lorsque vous arriverez à l'exécuter, il n'y aura plus de doute dans votre esprit quant à votre capacité à pouvoir interagir sur la matière. Prenez une petite bouteille d'eau minérale, 50 centilitres, enlevez l'étiquette et déclipsez le bouchon. Puis vous la refermez. Placez cette bouteille dans le congélateur, si possible de vertical. Il ne faut pas que l'eau congèle. Il faut que l'eau atteigne un point où elle est sur le point de congeler. Vous le constaterez, vous la prendrez à chaque fois que vous allez la voir, vous regarderez. Si vous voyez qu'elle est toujours liquide, c'est très bien. Et il va falloir vous exercer. Parce que ça n'arrivera pas du premier coup, je vous le garantis. Maintenant, c'est pour ça, c'est un exercice alchimique. Il va falloir essayer de nombreuses fois. Une fois que vous avez sorti la bouteille du congélateur, donc assurez-vous que l'eau soit toujours liquide. Placez-la devant vous et appliquez la même intention que celle que vous avez faite avec la banane. Et je dirais même celle que vous avez faite avec les exercices visuels. La décalcification de la glande pinéale a pour but de libérer les sens. Et les sens sont l'essentiel. Si vous arrivez à avoir votre interaction positive avec les éléments, vous n'aurez plus de doute quant à la qualité de vos intentions et le pouvoir qu'elles peuvent avoir sur les choses et sur les personnes. Sur la terre, a fortiori. Placez-vous devant cette bouteille. Appliquez cette attention. L'attention par-delà l'attention. Le phénomène qui se déroule là-dedans, c'est que c'est une attention ciblée, comme pour l'exercice avec la banane. Vous focalisez votre attention de façon pointue, telle une aiguille, qui partirait du plexus solaire et qui jaillirait comme lorsque nous sommes heureux, lorsque nous vivons un moment de bonheur. C'est généralement
extatique. On ne parle pas, on ne bouge pas, on est bouche bée, on est bien. Vous voyez ce sentiment? Essayez de projeter le même. C'est pour ça que c'est très important de s'être exercé aux exercices visuels et à la banane. Parce que c'est comme ça qu'on opère. Et une fois que vous aurez réussi à cristalliser votre émotion, peu importe laquelle, dirigez-la vers la bouteille. Si c'est bien exécuté, voilà ce qui va se passer. L'eau va congeler sur le champ. C'est impressionnant. C'est impressionnant parce que le jour où vous allez y arriver, vous serez à la fois envahi du doute et de la sensation d'avoir ébranlé certaines de vos convictions, peut-être des édifices même, qui vont s'ébranler parce que c'est une réalité qu'on prend de plein fouet. Mais pour ça, il faut s'exercer, parce que vous n'y arriverez absolument pas du premier coup, je vous le garantis. C'est un phénomène de surfusion. L'eau, à ce point, elle est au point de rupture. C'est-à-dire qu'il lui manque une pichenette pour passer d'un état à un autre. Essayez de le faire sur de l'eau tiède pour la transmuter en glace. Ça sera, je ne vais pas dire impossible, mais ça sera bien plus compliqué parce que l'eau n'est pas sur un point de rupture. Elle est dans un état où elle se sent très très bien. Elle a encore une plage de température à laquelle elle va pouvoir garder cet état. Mais si on la met dans une situation extrême, elle est sur le fil. Si vous l'ouvrez, vous pouvez faire un test. C'est pour ça que je vous avais dit de déclipser le bouchon. Vous pouvez faire d'abord un test pour bien comprendre que un élément perturbateur peut altérer l'état de la matière. Dans un premier temps, avec cette bouteille, vous pourrez faire des tests. Vous prenez une miette ou un cheveu, peu importe, un élément extérieur. Lorsque vous la sortez du congèle, vous déclipsez le bouchon, placez-y un objet extérieur. Si cela congèle sur le champ, c'est que vous avez appliqué ce phénomène de surfusion parce qu'un élément extérieur est venu perturber la structure de l'eau, qui était à son point de rupture. Donc elle gèle instantanément. Vous comprendrez par là, mentalement, vous imposez une compréhension, c'est que, tiens, il se passe un phénomène chimique lorsque nous apportons un élément extérieur à la structure de l'eau, et lorsqu'elle est à son point de rupture, elle va geler instantanément. Parce que on se retrouve quand même avec une eau qui est inférieure à une température inférieure à 0, mais qui est toujours liquide. Donc il ne lui manque pas grand-chose finalement. Qu'est-ce que c'est qui va lui manquer? Ce ne sont pas des degrés supplémentaires, enfin en tout cas des degrés en moins. Parce que normalement, tout le monde le sait, à 0 degré, l'eau gèle. C'est tout de même incroyable. Mais ça, vous avez apporté un élément physique. Et étant donné que vous avez vu que vous pouviez imposer à votre vue et à votre cerveau une autre façon, une autre réalité, cette réalité non ordinaire, que en ayant pratiqué assidûment un exercice sur un élément organique comme la banane, si vous êtes arrivé à des résultats probants, il y a de fortes chances, mes amis, que vous puissiez arriver à transmuter l'eau à l'état de glace avec votre intention. Tout est relatif. Finalement, ce n'est pas grand-chose. C'est pas comme si on avait déplacé une montagne. Mais on a exercé une volonté qui a pu altérer l'état d'une matière. L'interaction entre l'expérience et l'expérimentateur. Et là, vous saurez que vous travaillez en alchimie. Parce que vous exercez une véritable intention qui a une influence sur les éléments. Dans d'autres exercices, si l'univers me le permet, lorsque je ferai des vidéos encore sur la théorie et la pratique en alchimie, vous constaterez qu'il y a toujours une interaction entre l'expérience et l'expérimentateur. Ce sont des phénomènes très très intéressants, pour le moins intrigants et pour le mieux extraordinaires. Voilà. Mes amis, exercez-vous là-dessus. Ce n'est pas un phénomène nouveau, la surfusion. C'est
C'est quelque chose que scientifiquement on connaît, hein, à partir du moment où l'eau est sur un point de rupture. D'ailleurs, il y a plusieurs exemples là-dessus. Il y a de nombreuses références historiques lorsqu'on a trouvé des animaux préhistoriques, notamment des mammouths, congelés, en parfait état, même avec de la nourriture en digestion dans leur estomac. Ce phénomène de surfusion a été opéré là-dessus. C'est-à-dire que c'était une congélation instantanée. Il y a même d'autres références historiques avec des batailles où les chevaux se sont retrouvés dans une rivière. L'eau était tellement pure que lorsque les chevaux sont arrivés avec leurs impuretés sur les sabots, ils se sont retrouvés congelés sur le champ. En exerçant cet exercice d'attention, il va s'opérer quelque chose d'assez fantastique dans votre esprit. Parce que vous vous sentirez comme un magicien. Vous avez simplement réussi à concrétiser votre mentalisation. Parce que vous avez compris le principe de mentalisme. Vous avez compris les principes universels, hermétiques. Et vous êtes sur la bonne voie. Donc je vous invite à continuer sur cette voie. Parce que lorsque vous allez comprendre ça, et que cela va devenir clair, limpide, parce que vous l'avez devant vous, la gymnastique mentale a réussi. C'est une victoire. Vous avez dompté votre réalité ordinaire pour la transmuter vers une réalité non ordinaire. Et c'est comme ça qu'on travaille en alchimie. L'alchimie va être quelque chose, comme je vous l'ai dit, soit d'opératif, soit pas forcément opératif. Maintenant, pour les personnes qui ne veulent pas s'exercer à l'alchimie, vous venez quand même de le faire. C'est ce qui peut vous amener à avoir une conscience plus aiguisée. Mais en opératif, on va opérer exactement de la même façon. Et voilà. Encore une fois, c'est implacable. C'est marrant, non, de voir qu'il existe des exercices pratiques qui peuvent mettre en évidence des choses que l'on croyait peut-être impossibles, improbables, ou même inexistantes. Mais ça prouve une chose. Ça prouve une chose, c'est qu'on n'utilise que très peu de nos capacités. Parce que ça, ce sont des choses qui sont accessibles à tout un chacun. À partir du moment où vous vous êtes exercé à ce que je vous ai proposé depuis le début, il est clair et net que vous arriverez à un tel résultat. Et lorsque vous y arriverez, vous allez crier « Hurrah !» Eureka, j'ai compris quelque chose. Ça va faire naître une nouvelle expérience en vous, tout comme le voyage. Et ça, c'est irremplaçable. Et là est tout l'intérêt de la chose. C'est d'avoir conscience que notre pouvoir mental a une véritable interaction sur les choses. Dès lors, ça devient fantastique. Vous voulez vous essayer à toutes sortes de choses. Parce que la vérité se cache dans l'action. Si vous voulez aussi quelque chose de concret, les choses ne sont pas forcément ce qu'elles semblent être. Si l'on comprend que l'énergie vient d'une énergie originelle, la matière, les forces sont une seule et même chose, de l'énergie, vibrant à des taux de vibration différents. Si on comprend ça, on peut comprendre que notre intention est également une forme de vibration, celle que nous voulons calibrer. Prenez par exemple, pour pouvoir vous concrétiser tout ça, parce que c'est toujours pareil, pour pouvoir appréhender les choses, mieux vaut les imprimer. Rien de tel que les sens, donc les effets sensoriels pour pouvoir appréhender les choses. Prenez une lampe, si possible, pas forcément avec un gros faisceau, une petite lampe de type laser peut-être même, d'accord? Dans l'obscurité la plus totale, vous vous mettez à éclairer avec ceci. Et vous faites un point et tournez, de façon à faire un cercle. Si vous allez de plus en plus vite, vous verrez que vous allez faire un cercle. Pourtant, vous savez très bien que c'est un point à la base. Donc si c'est un point, mais que vous voyez un cercle, c'est que le mouvement définit la nature. C'est ça. Les atomes, c'est la même chose. L'intention, c'est la même chose. L'univers, c'est la même chose. Voilà mes amis, entraînez-vous. Il y aura d'autres choses. Pour l'instant, on a parlé simplement d'un petit exercice qui permet de mettre en pratique. Et j'aime bien ça, j'aime bien vous donner 2-3 petits trucs comme ça. Parce que c'est faisable.
J'ai eu un commentaire sur le précédent exercice avec la banane. Et la personne m'avait demandé, parce qu'elle était plus ou moins estomaquée par rapport aux résultats. Mais si ça marche, est-ce que c'est réel? Est-ce que on est véritablement dans l'interaction physique? Bien entendu. Bien entendu. C'est pour ça qu'il est important de décalcifier sa glande pinéale, de faire travailler cette glande pinéale. Parce que ça reste une glande, donc qui va sécréter des hormones. Le matin, au réveil, elle va vous aider à sécréter de la sérotonine, de façon à ce que vous puissiez être pleinement en éveil. Et le soir, étant donné que le jour décline, elle va libérer de la mélatonine, de façon à pouvoir vous aider à dormir. Donc c'est une interaction physique qui vous fait comprendre une forme de réalité. Mais nous pouvons avoir une interaction là-dessus. Travailler là-dessus, c'est important. Hein. 963 Hz, entre autres. D'accord? Les exercices visuels, les exercices d'intention. Maintenant, si vous le permettez, et si l'univers me le permet, je vais essayer de vous parler d'un petit peu encore une fois, de naturopathie. Rappelez-vous, dans une vidéo précédente, je vous avais dit qu'il était indispensable au corps de s'alcaliniser. C'est toujours pareil, hein. Je me répète. Mais ce qui va faire du bien dans votre physique va faire du bien dans votre mental et dans votre spirituel. Et hop, c'est la boucle. Je vais vous donner un petit conseil pour avoir une hygiène interne, je ne vais pas dire irréprochable. Dans les interactions quotidiennes, vous verrez que les intentions, à partir du moment où vous avez compris les exercices précédents, que vous vous y êtes appliqué, que vous avez constaté les résultats, votre vision des choses va être complètement différente. Et ça va aller crescendo. Les relations avec les autres, les membres de notre famille, hein, nos proches, hein, vont être beaucoup plus fluides. Parce que vous comprenez intrinsèquement la nature des choses. La façon dont on va passer notre énergie à une autre personne va être le reflet de ce que nous sommes. Si on a passé une sale journée, voilà, hein, on a eu de mauvaises paroles ou peu importe comme ça, la première personne qui va en subir les conséquences, ça va être notre conjoint ou notre conjointe lorsque nous allons rentrer à la maison. Parce qu'on va déverser notre sac de soufre sur elle. Et elle va devoir de nouveau déverser son sac de soufre. Et il n'y a que deux façons de le faire, thermique ou dynamique. Ce qui va faire du bien au physique va faire du bien au mental. Et c'est toujours bien de pouvoir aller dans l'ordre croissant que l'univers a défini, à savoir le plan physique, le plan mental, le plan spirituel. D'un point de vue physique, c'est pratiquement tout ce dont je parle jusqu'à présent. Hein. Il est encore un peu tôt pour parler des plans mentaux et spirituels. La définition même du bien-être va passer par une santé, forcément, parce que lorsqu'on n'a plus la santé, tout le reste importe peu. Hein. Essayez d'alcaliniser le corps. Vous avez vu la liste que je vous avais refilée? C'est une liste non exhaustive, hein, des aliments qui alcalinisent le corps et d'autres qui l'acidifient. Rappelez-vous, il faut que le sang se situe entre un pH de 7,3 et 7,4. Maintenant, considérons que vous avez fait en sorte que voilà, vous vous retrouvez dans un taux d'alcalinisation convenable. Vous le saurez très bien, hein, vous aurez beaucoup moins mal aux os, vous n'aurez plus de reflux gastrique, vous n'aurez pas de remontée acide, beaucoup moins de maux de tête, beaucoup moins de crampes abdominales, voilà, et j'en passe. Maintenant, il s'agira en fait de vous sentir bien. Si vous n'avez pas de prédisposition allergène, encore une fois, renseignez-vous. Hein. C'est pour ça que je ne me substitue pas à un médecin, je suis naturopathe. Bon, alors écoutez-moi bien. Le matin, il est bon de prendre en cure ce qu'on appelle de la Rhodiola rosea. C'est une plante issue des contrées boréales, on va dire, hein, voilà, qui est très résistante, on l'appelle la force du cheval. C'est une plante qui est adaptogène. Donc, comme son nom l'indique, elle va s'adapter aux besoins de l'organisme et à ce qui lui fait défaut, notamment en l'aidant à créer certains acides aminés, certains oligo-éléments qui vont permettre au métabolisme de rentrer dans une circulation des humeurs normales. En prenant cette plante sous forme de gélule, hein, le matin, ce sont des extraits secs. Hein. Là, je vous le dis dans un premier temps, parce que je ne vais pas vous demander dans un premier temps de faire un élixir de rhodiola. Mais voilà, ça pourra vous aider. C'est une plante qui va vous aider à dynamiser votre corps, à stimuler le système immunitaire
et vous permettre de passer la journée dans les meilleures conditions. Parce que c'est un stimulant. Ne pas confondre avec un excitant, comme le guarana, le café, le thé, qui sont des excitants, donc qui vont taper sur le système nerveux, et voilà. Mieux vaut privilégier les stimulants. Et le soir, vous allez prendre de la Griffonia simplicifolia. C'est une plante originaire d'Afrique qui contient une molécule, le L5-HTP, donc de l'hydrotryptophane. C'est une molécule qui est reproduite en synthèse pour faire des antidépresseurs. Voilà. La messe est dite. Sauf qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Ce n'est pas quelque chose qui va inhiber une fonction cognitive de notre cerveau pour en faire passer une autre. Chose que font les antidépresseurs. Je vous apprends rien. Là, il s'agit véritablement d'un calmant, d'un décontractant et d'un élément qui va vous aider d'un point de vue cérébral à lâcher prise. Ce que tout le monde souhaite, entre guillemets. Voilà, on peut très bien les trouver dans le commerce, mais c'est important de faire une cure au moins d'un mois à la posologie qui est indiquée sur les boîtes que vous allez choisir, de faire une cure de Rhodiola rosea le matin et de Griffonia simplicifolia le soir. Ce sont deux plantes qui agissent en synergie, c'est-à-dire qu'elles sont interdépendantes. Elles agissent en symbiose et les bienfaits que l'une apporte vont être décuplés par les bienfaits que l'autre plante apporte. Donc c'est véritablement une plante qui opère sur le principe de la journée, sur le principe de la sérotonine et de la mélatonine. Vous verrez qu'une cure de 1 mois de ces deux plantes, et vous allez vous sentir beaucoup mieux d'un point de vue mental. Tout cela couplé avec les exercices qui vous ont été proposés. Voilà mes amis, c'est toujours un petit conseil sur la fin de vidéo. Je pourrais parler encore une fois pendant des heures, mais il faut garder pour la suite. Donc un petit résumé. N'oubliez pas le pouvoir de l'action. Il y a tellement d'adjectifs et de superlatifs qui me viennent en tête, mais je vais être tout simple. C'est l'essentiel. Si vous voulez travailler en alchimie, il faut absolument comprendre cette notion d'attention. Parce que l'intention va être le catalyseur de ce que vous allez faire. La preuve, on le voit au quotidien. Tout ce que vous entreprenez est mu par une intention. Donc il faut se focaliser là-dessus. Et plus vous allez vous exercer à des exercices simples de focalisation, plus vous allez entraîner votre cerveau à comprendre ces notions, ces principes. Et ils vont être imprimés dans votre âme, dans votre subconscient, qui vont venir l'enrichir et donner quelque chose de toujours meilleur de vous-même. Voilà mes amis. Si l'univers me le permet, dans une prochaine vidéo, je vais vous proposer un exercice plus concret d'alchimie avec le sel. Et vous constaterez si vous travaillez en chimie ou en alchimie. Mais voilà, ça je vous le réserve pour la suite. Il y aura notamment des vidéos portant sur l'ésotérisme. On va y venir tout doucement, là, parce que là, on commence à toucher tout doucement à quelque chose de beaucoup plus éthéré, et quelque chose, mais qui est tout à la fois concret. Donc, il y aura des notions véritablement ésotériques, pour ceux qui voudront le suivre, et des notions alchimiques. Cette fois-ci, on va être dans la théorie, et si l'univers me le permet, dans la pratique. Et toujours pareil, je laisserai une porte ouverte aux autres domaines, donc je vous l'avais dit en 3 parties, les autres domaines qui feront certainement l'objet de live ou même de discussions. J'ai demandé à plusieurs de mes amis s'ils me feraient l'honneur de pouvoir participer à un dialogue. Mes amis, je vous souhaite le meilleur. Comme vous le voyez, c'est toujours de l'impro. Pardonnez-moi mes bafouillements parce que je ne suis jamais à l'aise devant une caméra. Et finalement, les lives, c'était pas mal. Donc, je vais essayer d'en faire d'autres. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bisous.